La connaissance de soi est la base de toute connaissance. Les sages ancestrales, les sciences initiatiques, les religions ont toujours mis en avant la connaissance de soi. Le premier enseignement philosophique a été « Connais-toi toi-même ». Donc réfléchir ce qui fléchit en toi. Donc ça doit partir de toi. Donc si tu n'as pas compris tes patterns, comment tu fonctionnes, tes schémas émotionnels, ton état d'être, tu seras perdu dans les brouillards du temps. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sall aka Serigne Modou Sall. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui mon cher Massamba Gning, coach, formateur et surtout quelqu'un qui accompagne les jeunes dans leur développement personnel sur les techniques de prise de parole en public et de l'art oratoire. Massamba, bienvenue au cercle. Oui, merci. Tout le plaisir est pour moi. Et je suis vraiment comblé d'être là aujourd'hui pour partager ce podcast avec Sall Ngari, mon frère. Ah ouais, tu vas me faire des éloges là. Je disais en off que ton nom de famille là, Gning, laisse tomber quoi. Tu aurais dû choisir un autre nom comme ça, mais bon. C'est le meilleur, les rois sérères, jadis. Les sérères, il faut que manger du pain. Hein. C'est ça leur boulot. Leur boulot principal, c'est de faire et manger du pain. Tu blagues, non, mais en tout cas, oui, merci beaucoup d'être là. Franchement, c'est un honneur. On a eu à échanger sur les réseaux avant de programmer cette session de podcast. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux détailler rapidement un petit peu ton parcours? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu as choisi cette ligne de métier-là? Oui, en tout cas, c'est un plaisir d'être là. En fait, après des études universitaires à l'UQAD, particulièrement en physique-chimie, j'ai dû rejoindre une entreprise de la place où j'ai travaillé quelques années avant d'intégrer à l'enseignement. Mais avec l'arrivée du coronavirus, ce diable de corona qui a tout chamboulé, c'était vraiment... Ça fatiguait tout le monde. Ouais, vraiment compliqué. Là, j'étais dans l'obligation de rester chez moi. J'avais du coup plus de temps pour moi. Et comme depuis toujours, j'ai été un adepte de la lecture, si je peux l'appeler ainsi, je dirais, j'étais un souris de bibliothèque. J'aimais lire naturellement. J'aimais acquérir des connaissances. Oui, j'étais curieux de faire des découvertes, de comprendre comment les choses marchent en fait, depuis tout jeune. Après, là, comme j'étais chez moi, du coup, je faisais ce qui me faisait plaisir. Je commençais à lire. Et, comme par hasard, j'ai tombé sur des livres, parce que je lisais souvent des romans. J'ai tombé sur des livres qui parlaient du dev perso, de la psychologie, et ça m'a donné une baffe. J'ai été, disons, réveillé de mon sommeil dogmatique. Là, c'était le déclic de ma vie. J'ai été, pour dire simple, obsédé. C'est là où j'ai commencé à étudier en profondeur la nature humaine, en parlant de la psychologie humaine. Et j'ai fait un virage de 360 degrés. Je suis attiré dans ce domaine du dev perso, après des formations passées par là, même si j'enseigne toujours. Et c'est comme ça que je suis devenu coach formateur en développement personnel, un adepte chercheur en psychologie. Et là, pour être plus bref, je suis plus dans le domaine du leadership management, gestion du temps et des priorités, tout ce qui parle de psychologie, connaissance de soi, confiance en soi. Je donne des séances de thérapie individuelle, motivation, préparation mentale, conférencier entre autres. En gros, c'est ce que je fais et je travaille dans la structure NECOM, fondée par l'expert formateur des formateurs, que je surnomme le Tchébouillon de l'art oratoire. Et là, je suis avec lui, je travaille dans son cabinet
Et grosso modo, c'est dans ça que je suis actuellement. Super, super. Oui, ça fait un sacré parcours. Je pense que t'es pas la seule personne à connaître une révélation durant la pandémie. J'en ai reçu pas mal de personnes sur le podcast et c'est fascinant de voir combien de personnes ont pu lancer leur business ou faire un virage de 360 degrés ou changer même de métier, se réinventer à cause de ce qui s'est passé pendant la pandémie en Covid. C'était vraiment une opportunité pour certains, même si avec tout ce qui s'est passé, c'était pas aussi évident que ça. Mais je voulais te parler un petit peu du développement personnel terre à terre, parce que je pense que toi, tu accompagnes pas mal de jeunes, tu fais pas mal de formations, et c'est toujours fascinant de voir en fait la différence entre ceux et celles qui réussissent et ceux et celles qui procrastinent et qui ont du mal à faire le premier pas. Et parfois, bon, en tant qu'être humain, en tant que quelqu'un qui a cette habitude naturelle de faire et de faire faire, on peut voir ces personnes-là qui souffrent et qui procrastinent comme des flemmards, comme des gens qui n'ont aucune envie ou aucune détermination, alors que la réalité peut être si nuancée que ça, quoi. Donc, d'après ton expérience, qu'est-ce qui fait la différence entre les personnes de réussite et les personnes qui ont du mal, en fait, à avancer, à mettre en place des actions? Qu'est-ce qui les différencie et comment ces dernières personnes-là peuvent changer cette habitude et lancer leur premier pas vers la réussite, quoi? Là, toujours, la différence entre les personnes, c'est toujours ici, l'état d'esprit. C'est toujours l'état d'esprit la base. Parce que, en fait, la pensée est à la source. Mon frère Sal, vos actions, tout ce que vous faites dans la vie n'est qu'une conséquence. C'est-à-dire, vos comportements, l'action n'est que la finalité d'un processus initié par la pensée et gouverné par l'émotion. Donc là, les personnes de décision, en fait, ont une personnalité à succès. Les procrastinations ont une personnalité d'échec. Parce que, de toute évidence, sans action, il ne peut jamais y avoir de résultat. Et, de ce fait, comme la différence toujours c'est l'état d'esprit, les personnes qui ont l'habitude de procrastiner devraient aller dans une dynamique de changer leur état d'esprit. Comment on change notre état d'esprit, par exemple? Effectivement, ça c'est une question, une très bonne question. Hein? Ouais. Changer l'état d'esprit. Vous savez, un nouveau état d'esprit crée une nouvelle personnalité. Et une nouvelle personnalité crée une nouvelle réalité personnelle. Personne ne pourra jamais changer sa vie tant qu'il n'a pas changé ici son état d'esprit. Comme j'ai dit tantôt, notre réalité, la réalité dans laquelle nous vivons, n'est que la conséquence de ce qui se passe ici. Donc, pour changer l'état d'esprit, par contre, il faut d'abord comprendre comment nous fonctionnons. Cette fameuse connaissance de soi, c'est la base. Parce qu'avant de changer, il faut comprendre ces patterns, ces schémas mentaux, émotionnels, afin de pouvoir changer. Et là, il faut d'abord, pour se comprendre bien évidemment, la réalisation de soi, il faut mettre à la lumière l'inconscient. Comme le disait le médecin psychiatriste Carl Gustav Jung, jusqu'à ce que l'inconscient soit mis à la conscience, l'inconscient va toujours diriger notre vie et nous l'appellerons destin. Il y a donc apprendre à rester seul, à vivre dans la solitude, à s'écouter. Parce que quand vous restez seul, en fait, tous ces traumas, tout ce qui est refoulé, tout ce que nous ignorons en nous, refait surface. Et c'est un mal-être. Tu vois, c'est très inconfortable. Raison pour laquelle les gens ont peur de rester seuls. La solitude est vraiment inconfortable. Donc, il faut apprendre d'abord à rester dans la solitude, à s'auto-écouter, à se comprendre. Et aussi, à faire ce qu'on appelle l'effet miroir, en fait. C'est quoi l'effet miroir?
C'est-à-dire, ce que vous êtes conscient d'être, M. Sall, Habib, Oui. c'est votre ego. C'est-à-dire l'ego, pas comme l'utilise le langage familier, mais dans le sens de la psychanalyse, l'ego, c'est ce que vous êtes conscient d'être. Maintenant, ce que vous êtes inconscient d'être, c'est-à-dire vos zones d'ombre, et ce que vous observez chez les autres. En psychologie, plus précisément, on parle de l'effet miroir. Quand on critique une personne, on est en train de voir notre vraie nature se refléter sur cette personne. Donc, tout ce qui nous irrite chez les autres est en nous-mêmes et peut nous ramener à une meilleure compréhension de qui nous sommes réellement. Donc, tout ce qui nous dérange, que ça soit positif ou négatif, tout ce qui nous touche chez les autres, nous permet de savoir nos zones d'ombre, de mettre à la lumière notre inconscient, comme le disait Jung, afin de pouvoir être maître de notre vie. Donc, apprendre à s'auto-écouter, l'effet miroir, à apprendre des autres, ce qui nous dérange des autres, sont deux facteurs fondamentaux qui pourraient nous permettre de nous connaître afin de pouvoir emprunter ce processus de réalisation de soi. Oui, tu as abordé pas mal de sujets dans ton analyse. Et puis, il y a un aspect qui revenait souvent, c'est l'état d'esprit. Je suis d'accord que le cerveau humain est la base, mais ce cerveau aussi est construit dans un environnement spécifique. Bon, il y a un débat entre les psychologues et les spécialistes de l'évolution qui essayent de comprendre est-ce que c'est l'homme qui fait l'environnement ou l'environnement qui fait l'homme. Ça, c'est un autre débat. Mais quel que soit le cas dans cette analyse, on doit prendre en compte le fait que l'environnement a un rôle essentiel à jouer dans la conception et dans la construction de la fabrique sociale d'un individu, quoi. Et puis, dans notre cerveau aussi, c'est composé de deux parties, la partie limbique et la partie... le cerveau limbique, c'est le cerveau qui est capable de sentir les émotions, alors que l'autre cerveau, j'ai oublié le nom, le type de cerveau, le néocortex, c'est le néocortex, c'est le cerveau qui est capable d'analyser et de rationaliser les choses. Mais ce que j'essaie de dire par tout cela, c'est que en tant qu'être humain, parfois, il nous faut un modèle de référence qui nous permet de nous dire que on est capable de réussir dans la vie. C'est comme par exemple Mike Tyson. Je donne un exemple de Mike Tyson. Bon exemple. Et quand il avait 12 ans, il était en prison parce qu'il était un délinquant, il était un voleur. Et durant son passage à la prison, Mohamed Ali était passé ce jour-là dans le but de sensibiliser les jeunes et de leur en fait donner quelques conseils pour essayer de leur faire sortir de cette mauvaise route-là, entre guillemets. Et du coup, quand il a vu Mohamed Ali, comment il se comportait, son charisme, son intelligence, sa compassion, son empathie, il s'est dit, j'aimerais être comme lui, je suis prêt à faire tout pour être comme lui. Donc, il y avait quelque chose qui a déclenché en lui cette envie d'imitation. Parce que d'une part, je pense que pour réussir, tu as besoin d'avoir des modèles à imiter. Pas dans le sens absolu du terme, mais à suivre leur parcours et leur trace et leur chemin pour passer d'un point A à un point B. Et que je pense qu'au Sénégal, ou de manière générale, les jeunes, parfois, ils n'ont pas ce modèle, ou bien ils ont une idée illusoire de ce modèle. Parce que c'est des écrivains qui sont morts depuis longtemps, ou c'est des guides religieux qui ne sont plus là, même si leurs écrits restent et tout. Mais du coup, comment, de manière simplifiée, pour quelqu'un qui vit dans un monde où, je dirais pas qu'on manque de modèles et de références locales, mais la réalité a été façonnée sur la base d'un modèle occidental, parce qu'on a été colonisé par les Français. Nos cultures, nos principes et valeurs, on les perd de plus en plus grâce aux réseaux sociaux. Comment un jeune peut se chercher et se retrouver et commencer en fait son chemin vers l'excellence sans pour autant être consommé par ce qu'il voit dans les films, dans les réalités, dans les TV, ainsi de suite. Effectivement, Sall Ngari, ça c'est des questions sérieuses,
Tes questions sont aussi pertinentes qu'un Toucouleur ne peut pas avoir ces questions. Là, non, attends, il y a un Sérère derrière qui te souffle. Non. Ah, mais non, c'est pertinent sont là. les rois des Sérères, donc ça, laisse tomber. Quoi. Ah, en fait, ce que tu dis, en fait, si je comprends bien ta question, vous parlez du mentorat, en fait. Oui. Comment avoir une référence, un mentor, en fait, pour pouvoir, comment dire, être guidé, pour pouvoir avoir un point de soutien qui te permettra de monter vers les paroxysmes du succès, de la réussite. En fait, les gens ont l'habitude de chercher loin. Parce que, Habib, ouais. Toutes les sociétés, toutes les cultures, tous les peuples ont toujours enseigné la même leçon. Et chacun à sa propre manière. Est-ce que tu comprends cela? C'est-à-dire chaque société a toujours enseigné la même leçon à sa propre manière. Donc, le conservatisme n'est que de la stagnation. Le conservatisme, en fait, n'est que de la stagnation. Parce que quand on n'a pas l'esprit ouvert, on reste centré sur ce que nous connaissons déjà, ce qu'on appelle le confort intellectuel, mais on n'avance pas. On va continuer à faire les mêmes choses. Et cette phrase d'Albert Einstein en dit long. Celui qui continue de faire toujours les mêmes choses va continuer sans nul doute à obtenir les mêmes résultats. Donc, pour sortir de ce carcan, il faut être souple d'esprit. Il faut être tolérant. Il ne faut pas être dans ce despotisme, digne d'une idéologie machiavélique. Il faut être ouvert d'esprit. Moi, je ne crois pas à ce sens que beaucoup de gens disent souvent, j'entends, il faut rester dans nos valeurs. Oui, c'est bon. Mais pour évoluer, en fait, tu dois copier à gauche, à droite, tout ce qui te parle. Et essayer de voir qu'est-ce qui pourra véritablement te permettre d'atteindre un certain niveau. Mais quand tu te fermes, tu dis que je dois copier un leader que je connais, un leader sénégalais, je dois avoir un mentor sénégalais, tout ça. Tu n'es pas obligé. Moi, par exemple, qui est plus dans le dev perso, je me suis inspiré des approches jungiennes parce que Jung, comme beaucoup de gens l'ignorent, c'est lui qui a jeté les fondements du développement personnel en parlant de la psychologie positive. Quand il parlait du processus d'individuation, qu'est-ce qu'il a dit? La psychologie, ou la psychanalyse plutôt, n'est pas là tout simplement pour guérir les gens de leur névrose ou de leur psychose. Mais cette psychologie moderne, dans le sens jungien bien évidemment, est là pour permettre à l'être humain de réveiller ce fort potentiel intarissable, inouï, illimité qui sommeille en lui. C'est ainsi qu'il jeta les fondements du dev perso. Entre guillemets en fait. Maintenant, la meilleure manière, ou du moins, pour avoir un mentor, tu n'es pas obligé de voir la personne comme je te vois, de fréquenter la personne. Tu n'es pas obligé. Quand tu lis une personne, tu la fréquentes. Pourquoi? Parce que tu lis son approche, ses idées. Donc tu fréquentes cette personne, parce que tu fréquentes son état d'esprit, sa manière de voir les choses, de raisonner. Donc à force de lire, de fréquenter, bon, quand tu lis, tu fréquentes les gens intellectuellement, de fréquenter, je dirais même pas ces gens qui ont marqué l'empreinte indélébile, ces mastodontes, je dirais, tu vas finir par développer leur état d'esprit. Et quand tu développes leur état d'esprit, tu auras leurs approches, parce que l'action, comme je l'ai précisé tantôt, n'est que la conséquence de ta manière de penser. Donc, allez-y vers la lecture, cherchez d'abord votre pourquoi, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, là où vous voulez aller. Cherchez les gens qui ont déjà réalisé cela, les gens qui ont véritablement réalisé cela d'une manière remarquable. Prenez leurs écrits, tout ce que vous pouvez avoir à le sujet, et lisez intensément, profondément. Soyez obsédé. C'est une question de temps, mon frère. Mais tu vas finir par adopter l'état d'esprit, la mentalité et à faire comme eux. Oui. Quand tu disais le conservatisme, ça crée de la stagnation, je ne comprenais pas trop parce que, en fait, le conservatisme, je pense pas que, je sais pas comment toi tu l'analyses, mais c'est pas quelque chose, en fait, qui prône ou qui incite à la stagnation ou d'être, en fait, très solide sur ses points de vue
et de ne pas trop changer ou de ne pas trop avoir un esprit d'ouverture. Je pense que, en tout cas, moi, comment je l'analyse, c'est que c'est juste un ensemble de principes et de valeurs. Si je prends l'exemple, par exemple, de la famille nucléaire, quoi, genre, la famille est considérée comme une valeur traditionnelle et conservateur parce que c'est le noyau fondamental qui crée en fait l'être humain, qui l'éduque, qui le prépare pour en fait le monde extérieur. Donc c'est le mariage, je considère ça comme une valeur traditionnelle conservateur parce que ça permet en fait de créer un modèle parental et d'amener dans ce monde des enfants dans des conditions saines et optimales. Et on peut en parler aussi, tous les principes et valeurs universelles, que ce soit le respect, l'intégrité, la dignité, tout ça, c'est des valeurs conservateurs. Même si que dans ce monde actuel, on voit les progressistes, les libéralistes, les extrémistes, en fait, gauche qui essayent de nous décaler un petit peu de ces principes traditionnels pour nous amener vers plus de liberté excessive qui peut amener, bon, tu sais déjà la réponse, hein, mais le conservatisme en tant que tel, je voyais ça comme juste un ensemble de valeurs qui permet de cadrer la vie d'un individu pour le permettre, en fait, d'avoir suffisamment de bases solides pour aller à la découverte et à l'exploration, en fait, de l'expérience humaine, quoi. Même quand tu vois nos parents, ils avaient l'habitude de dire, que ça aurait fait bon pour l'union, dans les coffres, quoi. Donc, Ouais, c'était évidemment. une manière de dire que si vous Effectivement. n'avez pas reçu une bonne éducation, si vous ne connaissez pas qui vous êtes, d'où vous venez, vos principes et valeurs, vous serez une tête très volatile, facile à enrouler et qui peut être déviée, de gauche à droite, avec de moindres tentations, quoi. Et je Effectivement. pense que, ouais, vas-y, je te laisse. C'est ce qu'on appelle en psychologie la psychologie moutonnière. En fait, quand tu n'as pas de base solide, tu fonctionnes comme ce mouton de pâturage qui est en train de suivre, qui est en train de suivre le troupeau, peut-être baissé en fait. Tu seras comme une feuille morte emportée par le premier coup de vent. C'est pour cette raison-là, le président Léopold Sédar Senghor, paix à son âme, disait enracinement avant ouverture. Nos racines là, c'est l'essence même de la personne que nous sommes. Quand tu me chantes là un Yandé Kodoussen, tu vas voir, tu vas sentir que je commence à vibrer d'autres énergies. Parce que tu me secoues en fait. Tu me secoues en fait. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais quand je parle de conservatisme, bien évidemment, je devrais préciser. Merci donc de revenir sur ça. Je parle de conservatisme absolu. Ok, c'est genre l'acceptance, quoi. C'est la routine, c'est ça? Dans le sens plus cognitif, l'état d'esprit, être ancré, être lié à ses pensées, ne pas avoir cette ouverture d'esprit qui te permettra de progresser, de tester de nouvelles choses, de s'inspirer d'autres, d'imaginer. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils te disent, c'est pas même les mêmes réalités quand tu arrives à lire des livres américains. Non, chaque société a toujours enseigné la même leçon à sa propre manière. On peut s'inspirer de n'importe qui, quelle que soit l'ethnie dont cette personne appartient. Ce qui est important est que cette personne ait déjà réalisé ce que nous aspirons devenir. Mais, je te rejoins, il faut toujours partir de ses bases. C'est très, 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 très important. Oui, non, oui, sur ce point-là, ouais. Je pense que c'est plus la routine, oui, la routine, l'acceptance ou le fait de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort, tout ça, c'est des choses qui peuvent amener à la stagnation et qui peuvent impacter aussi, en fait, notre parcours, en fait. Mais je voulais te parler aussi, je ne sais pas, je suis sûr et certain que t'as aussi observé ce phénomène qui est de plus en plus répandu sur les réseaux sociaux. Il y a un débat en fait qui est en cours en ce moment sur pas mal que ce soit les livres de développement personnel, dans les podcasts, même dans les plateformes télévisées qui essayent d'analyser un petit peu la différence entre la motivation et la discipline. Est-ce que le développement personnel joue vraiment un rôle
est-ce que en fait le fait d'écouter des gens donner des conseils, des outils est autant que aller sur le terrain et d'apprendre en fait en essayant, en faisant des erreurs. Donc il y a pas mal de débats sur ça en ce moment. Et je suis pas en train de prendre part ou de choisir un camp, mais j'aimerais avoir ton avis sur ce point-là. Est-ce que en fait, parce que moi par contre, je suis arrivé à un niveau de ma vie, par exemple quand j'étais jeune entre 18 jusqu'à 22 ans où je me cherchais un petit peu, j'ai lu des livres de développement personnel, mais avec le temps, je me suis rendu compte que en fait, c'était la même rhétorique, c'était en fait les mêmes informations, les mêmes exemples, tout le monde revenait sur Tony Robinson ou bien sur, je sais pas moi, les grands coachs en développement personnel qu'on connaissait. Donc je voyais les mêmes phrases et à la limite ça m'avait saoulé quoi, parce que j'avais envie d'adopter et surtout en fait d'adapter et de prendre le développement personnel, pas comme les gens, en fait, le définissent, mais par rapport à ma réalité actuelle et comment je peux transformer cette réalité actuelle à la situation souhaitée. Et du coup, il y avait un grand décalage entre ce que je lisais dans les livres qui donnaient des conseils généralistes qui n'étaient pas du tout forcément adaptés par rapport à ma situation du moment, quoi. Donc, toi, en tant que coach, quelqu'un qui a lu pas mal de livres, est-ce que tu as des argumentaires pour défendre l'utilité du développement personnel comme on le voit aujourd'hui et qui se limite souvent à dire des mots d'affirmation, à recommander des livres et surtout à faire booster l'ego humain pour le pousser à l'action? Mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça peut en fait changer la donne de manière générale? Effectivement. Là, Habib, t'es inspiré, hein? Là, tu as gagné le prix Nobel des questions. C'est décédé à toi. On t'attend toujours au Sénégal. On te donne ça. Le prix Nobel des questions, tu l'as gagné. Non, il y a que non. Non, tu es inspirant là, tu es inspirant. Effectivement, j'ai beaucoup d'outils. Pour te dire vrai, ceux qui me reconnaîtront peut-être pourront juger. Habib, si tu me connaissais avant, il y a quelques années de cela et aujourd'hui, tu vas comprendre que le développement personnel, c'est du costaud. Je me suis métamorphosé. Je vois ma personnalité avant, là j'ai la chair de poule en fait. Tu vois, j'étais au fond du gouffre, j'étais perdu dans les brouillards du temps. Le développement personnel m'a sorti de cette tonnière, de ces difficultés. Comme tu dis. En fait, c'est-à-dire, il faut savoir comment lire déjà. On ne lit pas n'importe comment. La lecture, en fait, c'est la quintessence même de la connaissance. Mais la connaissance, la quintessence pour avoir de la connaissance. L'essence même quoi, parce que tu lis après, tu vois, de la connaissance j'ai bien dit. Parce que quand tu lis, tu aspires des informations. Maintenant, il y a une grande différence entre la connaissance et le savoir. Le savoir, c'est de la connaissance empirique, la connaissance basée sur de l'expérience. Par là, tu dois comprendre, quand tu lis, tu aspires de l'information. C'est juste de l'information. Mais, tu n'es pas encore dans le domaine du savoir. Donc là, la lecture, si tu ne le fais pas intelligemment, ça fige l'esprit. Bien que la lecture doit stimuler l'imagination. D'ailleurs, l'intelligence, comme beaucoup de gens l'ignorent, l'école ne mesure pas l'intelligence des élèves. Non, c'est pas vrai. L'école mesure la capacité des élèves à mémoriser des faits. Ouais, la mémorisation. Merci. L'intelligence, c'est la mémorisation plus l'imagination. C'est-à-dire, tu mémorises, tu imagines. C'est cette subtilité à pouvoir interconnecter les informations, les faits, les idées pour avoir un raisonnement rigoureux et pertinent. Donc, la lecture doit stimuler l'imagination, car l'imagination est le ressort principal de toute activité humaine, la source principale de l'homme. Tu détruis cette faculté et la condition de l'homme s'immobilisera au niveau de la bête.
Donc, quand tu lis, tu ne dois pas gober en fait ce que tu lis. D'ailleurs, moi, je résume les livres que j'ai lus, je résume, et j'apprends sur ça. J'ai testé un nombre incalculable de faits, d'exercices pour voir si ça va marcher. Et j'ai pris ce qui a marché. Parce qu'en fait, personne ne peut t'apprendre quoi que ce soit. Ça paraît paradoxal, mais j'explique, ils vont comprendre, peut-être les auditeurs. Personne ne pourra vous apprendre rien, en tout cas. On ne peut que vous apprendre, que vous rappeler ce que votre conscient, votre néocortex, votre intellect a oublié, mais croyez-moi, que votre âme a déjà su. Donc quand ce que la personne dit résonne en vous, soyez preneur, cette vérité est la vôtre. Vous avez compris? Oui, j'ai compris, mais c'était en fait, un peu profond, mais j'ai compris. Quand tu parles ou quand je lis, quand ce que je lis résonne en moi, je sais que quelque chose est éveillé en moi, donc c'est mon âme qui parle. Donc cette vérité, je dois l'incorporer en moi, tu vois? Mais il ne faut pas gober en train de ressusciter des informations et tu penses que tu es intelligent. Tu ne fais que mémoriser. Donc après, quand tu y as les techniques de lecture, c'est-à-dire à pouvoir comprendre ce qui marchera, ce qui résonne en toi, ce qui te parle pour être plus précis, là maintenant, tu dois essayer de mettre ça en œuvre. Tout ne va pas marcher, mais il y a des choses qui vont marcher. Tu dois aller dans ce sens. Moi, en thérapie individuelle, je viens d'une thérapie d'ailleurs, je n'ai jamais utilisé, je vous jure, des choses que je n'ai pas testées en moi jusqu'à avoir des résultats concrets. Je me suis métamorphosé. Et les gens qui me connaissent peuvent juger de ça, peuvent juger de la vérité que je dis. Maintenant, oui. Là, après la lecture, on ne lit pas n'importe qui. Il faut regarder la biographie de la personne qui a écrit. Est-ce qu'il œuvre dans ce domaine? Faut faire attention à ces profs d'université qui vous écrivent des livres. Théoriquement, c'est bien écrit, mais sur le plan de la pratique, ça pose problème. Parce que c'est de la théorie. Il faut lire des personnes qui vous parlent de leur savoir, des gens qui ont blanchi sous le harnais. Et là, tu sauras que ces idées sont validées dans le tribunal de l'expérience. C'est du savoir. Et tu prends cela, tu vois ce qui marche avec toi, tu appliques. En gros, si tu fais ça, je t'assure, il y a beaucoup de choses qui pourront faire un déclic de ta vie et te transformer radicalement. Je suis bien positionné pour parler de cela, je pense, à toute humilité. Oui. Je pense que oui, ce que tu viens de dire, ça a du sens. Mais en même temps, je pense que moi, en tout cas, l'une des choses que j'aurais aimé qu'on m'apprenne quand j'étais à l'école, c'est comment réfléchir. Et t'as parfaitement raison sur le point que l'école, on nous apprend à mémoriser et on nous apprend pas à réfléchir et surtout à résoudre des problèmes. Parce que moi, j'étais très doué à l'école, mais pas parce que j'étais intelligent, parce que tout simplement, je savais mémoriser. En fait, je savais mémoriser ce que l'enseignant ou ce que le prof disait. Et le jour de l'examen, je venais et je déversais tout sur le papier. Et oui, il est exceptionnel, alors qu'en réalité, non. C'est pour ça que quand j'ai terminé mes études et que j'ai rejoint la réalité, déjà, le monde, le vrai monde, j'étais un peu perdu parce que les indicateurs ou les paramètres, les métriques sur lesquelles je me faisais juger quand j'étais à l'école, je les comprenais et ça marchait bien et je comprenais ce qui était attendu de moi. Mais quand je rejoins la réalité, la vraie vie, là, je savais plus quelles sont les métriques. Je savais plus en fait par où commencer et j'étais perdu. Je ne savais plus qu'est-ce qu'on attendait de moi. Et dans les entreprises, quand tu commences, que ce soit un stage ou quoi que ce soit, c'est pas comme si on te dit exactement ce qu'on attend de toi et ce que tu dois faire. En même temps, tu es dans une phase d'apprentissage qui est totalement fondée. Cette fois, c'est pas sur la mémorisation, mais sur la résolution de problèmes, sur la capacité à s'adapter et à comprendre et à analyser et à imaginer et trouver des solutions.
Et c'était très difficile cette transition que je me disais, j'aurais aimé qu'on m'apprenne à réfléchir. Parce que même le mot réfléchir, c'était un mot très lointain dans mon cerveau. Parce que tout ce que je pouvais, pour moi, réfléchir, c'était quoi? De se rappeler des choses qu'on m'a déjà dit et de les répéter. Et après le temps, je me suis rendu compte que non, réfléchir, c'est de voir les informations que tu as, de voir les points communs, les points contradictoires, les points convergents, les points divergents, et essayer de venir avec un schéma de cohérence qui est propre à cette situation actuelle. Donc, je me suis rendu compte que la réflexion n'est pas quelque chose de commun pour toutes les situations. C'est quelque chose de spécifique pour chaque situation est spécifique. Et rien que pour ça, c'était une révélation pour moi, quoi. Donc, du coup, tu as parfaitement raison sur ce point-là. Maintenant, parce que j'aimerais faire un petit peu le lien entre réfléchir, penser, créer, imaginer, ainsi de suite. Je pense qu'il y avait un philosophe qui disait que si on a des pensées, c'est pour que nos idées puissent exister même après notre mort, quoi. Et je pense que d'une part, c'est véridique parce que là, on se rappelle on se souvient de Einstein, on se souvient des grands scientifiques parce que tout simplement, leurs idées, leurs pensées ont resté et ont transcendé en fait les générations. Donc du coup, même si leur corps physique n'est plus là, les idées continuent de nous éclairer sur pas mal de sujets. Donc pour les jeunes qui nous écoutent, et surtout parce que notre communauté est composée majoritairement de jeunes, est-ce que tu as des outils, des conseils ou des principes, des astuces pour aider les gens à mieux assimiler les informations, à mieux réfléchir et à mieux construire leurs idées et leurs pensées? Parce que c'est une chose d'avoir des idées, mais aussi c'est une autre chose d'être en mesure de les exprimer. Et je pense que l'expression orale n'est pas aussi simple pour tout le monde, quoi. Et parfois, on peut avoir des meilleures et de merveilleuses idées, mais on a du mal à les restituer. En fait, dans la même logique, je t'ai dit, je t'ai décerné le prix des questions. Le prix Nobel. En fait, je vais donner quelques clés, mais je ne peux pas aller en profondeur des profondeurs, parce que ça, c'est réservé aux séances de thérapie individuelle. Si ça parle à quelqu'un qui veut aiguiser son esprit, on va être face à face comme moi et vous, et moi et toi, mon frère Sal, et je vais sonder sa conscience. Parce que Jung parlait de différents types psychologiques. C'est-à-dire, on ne réfléchit pas de la même sorte parce que nos états psychologiques souvent sont différents. Donc d'abord, comme je dis, la connaissance de soi est la base de toute connaissance. Les sages ancestrales, les sciences initiatiques, les religions ont toujours mis en avant la connaissance de soi. Le premier enseignement philosophique a été « Connais-toi toi-même ». Donc réfléchir, ce qui fléchit en toi. Donc ça doit partir de toi. Donc si tu n'as pas compris tes patterns, comment tu fonctionnes, tes schémas émotionnels, ton état d'être, tu seras perdu dans les brouillards du temps. Dans les brouillards, je dirais cognitifs. Tu seras souvent animé par une certaine diarrhée mentale, des idées qui fusent de partout. Tu es en train de rigoler, le mot ne te plaît pas, je dirais, certaine boulimie mentale. J'ai jamais entendu diarrhée mentale, quoi. Non, ça fait comique, c'est drôle. C'est drôle, hein? Je dis une boulimie mentale, en fait. Parce que j'ai un talent comique que je ne veux pas montrer. Là, tu gaspilles beaucoup d'argent, là. Faut faire du stand-up comédie de temps en temps. Oui, j'ai besoin de ça dans le coaching, en fait, parce que le coaching, il faut de l'humour, hein. Oui, je suis d'accord. Et à coup sûr, je l'utilise bien, en fait. Et là, ce qu'il faut savoir, j'ai parlé de connaissance en soi. Maintenant, mon frère, il faut d'abord commencer par essayer d'avoir le contrôle de son mental. Celui qui contrôle son mental contrôlera sa vie.
Parce que tout part du mental. Et pour ce faire, il faut faire de la méditation. Régulièrement. C'est de la magie, la méditation. Parce que ça vous permet de vous conscientiser. La conscientisation de soi. De vous comprendre, je veux dire, comment vous fonctionnez. C'est de là où vous pourrez savoir comment, en fait, cerner vos idées jusqu'à avoir un raisonnement logique, savoir utiliser vos potentiels, savoir, pour dire simple, utiliser votre esprit. Mon frère Habib, si les gens utilisaient leur esprit de la même sorte qu'ils utilisent leur corps, ils bougeront probablement que le petit doigt. Nos facultés, les facultés qui sont là, si on les utilisait, pas jusqu'à un certain niveau, je dirais même 20%, on va faire des réalisations incroyables. Mais malheureusement, l'école nous assujettit à la mémorisation. L'école ne nous apprend pas à réfléchir. L'école ne nous apprend pas à utiliser notre esprit. Donc si on est soumis à ce système qui véritablement ne fait que nous absorber avec des informations par-ci par-là, des faits préconçus, et on grandit comme ça, intellectuellement, mais bien évidemment, on ne saura pas utiliser nos capacités cognitives, mais raison pour laquelle beaucoup de gens, en fait, ne savent pas utiliser leur mental. C'est lié à ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir comment avoir cette subtilité de raisonnement, utiliser ses idées pour pouvoir être pertinent et tout ça. Il faut d'abord se connaître, faire la méditation pour avoir le contrôle du mental. Non, je comprends. Tu as abordé un petit peu la partie émotion. Comment gérer nos émotions? Parce que ça aussi, je pense que c'est un facteur très essentiel à prendre en compte dans le développement personnel, dans la maîtrise de soi, la connaissance de soi, les émotions, parce que quand même, on est conditionné par nos émotions, que ce soit négative et ou positive. Comment les gens peuvent un petit peu apprendre à gérer, pas maîtriser, mais je pense pas qu'on peut maîtriser complètement nos émotions. Non, on ne maîtrise jamais des émotions, on les gère. Ouais, gérer nos émotions. Les doper, les gérer. En fait, c'est la base même. Tout cela qu'on disait tout à l'heure, en parlant, comment réfléchir et tout ça, la base c'est de l'intelligence émotionnelle. Parce que en fait, en réalité, c'est nos énergies, c'est nos émotions qui nous font agir. Les pensées déterminent nos émotions. Nos émotions déterminent nos vibrations. Nos vibrations énergétiques déterminent notre façon d'agir. Nos façons d'agir déterminent les actions que nous mettons en place. Les actions que nous mettons en place déterminent les résultats que nous obtenons. Les résultats que nous obtenons créent la réalité dans laquelle nous vivons. Donc, il faut, tant qu'on n'a pas la maîtrise, on n'a pas appris à dompter plutôt nos émotions, là, on va fonctionner en pilote automatique. C'est-à-dire, on est compulsif. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, à vous donner quelques astuces pour développer cette intelligence émotionnelle, il me paraît plus que nécessaire d'abord de cerner c'est quoi l'émotion en fait. Il y a la différence entre émotion, sentiment et pensée. Les pensées, c'est le langage du cerveau. L'émotion est le langage du corps. Le sentiment est le langage du cœur. L'intuition est le langage de l'âme. L'émotion... Tu peux répéter ça? En fait... Non, ça c'est du... Comment dire? Encore vente aux gens chers. C'est du vente aux gens chers. De toute évidence, il l'aura après. Mais je le répète quand même parce qu'il est gentil avec moi. Non, c'est super intéressant comment tu l'as résumé. Je fais du wane loup, tu connais. Moi, je vais la raconter. Je disais tout à l'heure, les pensées sont le langage du cerveau. L'émotion est le langage du corps. Les sentiments sont le langage du cœur. Et l'intuition est le langage de l'âme. Mais ils sont tous interconnectés.
Parce que nos pensées produisent nos émotions produisent nos sentiments, et si on apprend à gérer cette subtilité entre ces trois, on peut avoir, éveillé et réveillé notre intuition. Plus on fait preuve d'intelligence intellectuelle, d'intelligence cognitive, d'intelligence émotionnelle, d'intelligence sentimentale, plus on pourra faire preuve d'intelligence intuitive. Mais vous m'avez posé à savoir comment gérer l'intelligence émotionnelle. Donc l'émotion est l'empreinte sentimentale qu'une expérience vécue a laissée en nous. C'est pour cette raison-là qu'on parle de mémoire cellulaire. Donc, tu ne peux pas en fait faire preuve d'intelligence émotionnelle sans revenir sur ce que Jung appelait le processus de réalisation de soi, le processus d'individuation. Parce qu'il faut mettre à la lumière notre inconscient, comprendre nos schémas et nos patterns émotionnels, comment nous fonctionnons. Après, pourquoi je suis colérique? Quand est-ce que j'éprouve de la colère? C'est après quel stimulus particulier, bien précis, j'éprouve cette colère. Comment je réagis après avoir éprouvé cette colère? Qu'est-ce que je pense? Quel est mon registre cognitif, émotionnel, comportemental? Et il faut écrire sur papier. Et là, en parlant de l'écriture, je vais rappeler l'expérience d'un professeur, un docteur, dans l'université de la Californie à Los Angeles, Matteo Lieberman. Il a fait en fait une expérience qui mérite mon réflexion. Très, très, très parlant. En fait, il a pris deux groupes d'étudiants. Le premier groupe, c'est le groupe cobaye. Il leur a demandé de ne rien faire, de rester là, de faire comme ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et l'autre groupe, il leur dit de chercher un bloc-notes. Durant toute la journée, à chaque fois ils ressentent une quelconque émotion, ils écrivent l'émotion en question. Registre émotionnel, registre comme cognitif, et écrivent ce qu'ils pensent, c'est-à-dire leurs pensées qui les viennent après cette émotion particulière et leur manière d'agir. Ils écrivent ça. Donc, ils mettent en lumière le schéma, le pattern émotionnel, cognitif et comportemental. Après quelques mois, il fait ce qu'on appelle l'imagerie cérébrale. Donc, ils projettent leur imagerie, ce qui se passe dans la tête. On parle des circuits neuronaux avec les connexions synaptiques. Ils protègent ça sur l'écran et ils regardent. On voit qu'en fait, les étudiants qui écrivaient, ce groupe-là qui écrivait sur papier, avaient modulé l'activité de l'amygdale, qui est le centre du cerveau limbique dont tu parlais tout à l'heure, le cerveau émotionnel. Donc ces gens avaient plus de capacité à contrôler leurs émotions. Le contrôle des émotions, c'est quand la raison substitue le contrôle de nos actions à nos émotions. On ne réagit plus de manière impulsive, mais on réagit avec la raison. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Et ces étudiants avaient développé donc ce faisant plus d'intelligence émotionnelle parce qu'ils arrivaient plus à gérer les émotions, à plus leur dompter. Et ils savaient plus précisément quand est-ce qu'ils vont sentir une émotion particulière. Après cette émotion, comment ils doivent faire pour ne pas respecter le comportement habituel et changer en fait d'habitude comportementale. Tu vois? Parce que le schéma reste et demande toujours, mais c'est parce qu'on est conscient des émotions particulières qu'on pourra changer le circuit, en changeant notre manière d'agir, bien évidemment. Et il a surnommé cette expérience le pouvoir de l'encre et du papier. Donc il faut toujours avoir l'habitude d'écrire ce que nous sentons, nos pensées. Il faut avoir. Moi j'ai l'habitude d'écrire. Si même je suis dans les transports en commun, je suis pas chez moi, je prends mon portable avec les applications, je note comment je me sens quand je ressens bien évidemment une émotion particulière. Et cela m'a permis de comprendre mes schémas émotionnels, comportementaux, cognitifs. Et j'ai développé ainsi de l'intelligence émotionnelle. La méditation aussi pourra bien évidemment nous aider et apprendre à vivre dans la solitude. Et ce faisant, on va ressentir tous ces traumas que nous avons refoulés. Parce que quand nous vivons une expérience, on n'a pas vécu entièrement l'émotion, on va le refouler. Ouais. Maintenant, le fait de revivre
ces tensions émotionnelles vont purifier l'âme, vont, comment dis-je encore, éliminer la tension. Et là, nous arriverons plutôt à mieux nous comprendre. En gros, en fait, pour ne pas faire trop long, ces deux techniques pourront bien évidemment permettre à tout un chacun de développer son intelligence émotionnelle. Ok. Ouais, quand on parle d'émotions, donc forcément on va parler d'émotions positives et négatives. Et je pense que quand tu étudies le Big Five, qui est un petit peu un modèle qui résume les différents types et les différents traits de personnalité, l'un des traits du Big Five, c'est le névrosisme ou le neuroticisme. C'est la tendance à éprouver des émotions négatives. Donc, c'est composé de deux parties, c'est le retrait et la volatilité. Du genre, le fait de se retirer quand vous sentez des émotions négatives, ou bien la volatilité, c'est le fait d'être volatile, de ne savoir comment se comporter ou d'être de mauvaise humeur, d'avoir des sauts d'humeur, ainsi de suite. Et ça, les recherches ou bien les études ont montré que les femmes, de manière générale, ont un niveau de névrosisme très élevé comparé aux hommes, quoi. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que dans les situations de crise, là, je généralise pas. Je sais qu'il y a des féministes qui nous regardent là, qui vont dire, t'es en train de mettre les hommes sur les femmes, mais bon. Mais je parle biologiquement parlant, notre fabrique biologique fait qu'un homme se sent plus à l'aise dans un champ de bataille ou dans une cellule de crise qu'une femme. Et parce que testostérone aussi joue un rôle important sur le fait de pouvoir gérer ses émotions et tout. Maintenant, pour certaines personnes, je sais que parfois, ça nous arrive d'avoir des émotions négatives, mais il y en a certains qui ont ce qu'on appelle negative self-talk. C'est des gens qui ont que des pensées négatives sur leur sort, sur leur potentiel, sur leur personnalité, et qui ont perdu confiance en leur aptitude et en leur capacité, et qui peuvent être complètement perdus jusqu'à arriver à un niveau de nihilisme. En fait, je crois plus en rien, même pas moi-même. En fait, je pense que je suis un loser, je perds tout le temps, je n'ai rien réalisé dans la vie. Donc, comment on peut limiter ces émotions négatives qui peuvent inhiber le potentiel de pas mal de jeunes? Effectivement, bon, toujours, on va aller dans ce sens. Mettre à la lumière l'inconscient. Jusqu'à ce que l'inconscient soit mis à la conscience, l'inconscient va toujours diriger notre vie et nous l'appellerons destin. En fait, pour avoir la maîtrise de soi, l'intelligence émotionnelle et tout ça, il faut se conscientiser. Comme j'ai dit, par ces techniques, rester dans la solitude, écrire, faire de la méditation. C'est ça en fait. Et les psychologues en ce sens disent que 70% en général de nos pensées, c'est la moyenne en fait, sont négatives. Et pensées négatives créent des émotions négatives. Les pensées et les émotions sont interconnectées. Ce qui se passe, j'ai une émotion négative, ça va faire naître des pensées négatives qui vont encore alimenter encore, sécréter encore d'autres. L'amygdale va sécréter toujours cette émotion négative. Ces émotions négatives vont encore faire naître d'autres pensées négatives. C'est le cercle vicieux. Tu vois? Maintenant, la conscientisation de soi fait que quand il y a une émotion négative qui vient, je suis conscient. Moi, là où je trouve là où je suis plutôt dans ma vie, quand il y a des émotions négatives, quelque chose qui arrive, hein, c'est la vie quotidienne, chaque fois il y a des choses que tu n'aimes pas et tout ça, ça vient, j'ai ce réflexe de sentir que ça monte. Là, je comprends parce que j'ai appris à travailler intensément sur mes schémas, c'est-à-dire émotionnels, cognitifs. Et là, avant que ça me domine en fait, je change. C'est-à-dire, là où tu es, tu peux penser à tout ce que tu veux. La seule chose qu'un être humain a un contrôle absolu, c'est ses pensées. Tu peux penser à tout ce que tu veux en fait. Là où tu es, tu penses à tout ce que tu veux. Donc tu peux changer de circuit en pensant à autre chose. Mais avant de faire, qu'est-ce que tu dois faire? D'abord, tu concentres ta conscience sur ce que tu sens. Parce que quand tu l'observation de soi, quand tu observes tes pensées,
elles disparaissent. C'est comme le feu, que tu observes comme ça, elles disparaissent. Mais quand tu essayes de faire violence sur toi-même pour changer systématiquement de pensée, c'est comme tu alimentais encore ce feu qui va produire des émotions et le cercle vicieux continue. Mais là, vous avez parlé aussi de quelque chose qui mérite de la clarté en fait, qui mérite qu'on en jette de la lumière bulle en fait, pour amener plus de précision. Vous parlez d'ordre biologique en fait, les différences entre l'homme et la femme en parlant de l'émotion. Pour comprendre cela en profondeur quoi, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, quand l'homme vivait encore dans des cavernes, la période paléolithique, je parle des sociétés primitives, les hommes partaient à la chasse pour chasser des proies, mais n'oubliez pas aussi, il était proie à d'autres animaux, d'autres prédateurs comme les lions et tout ça, tigres et tout ça. Donc, il était obligé de communiquer avec eux pour trouver des solutions, le pragmatisme. Tu vois, les femmes restaient dans les cavernes pour gérer le progéniture. Donc, elle, à leur niveau, elle était obligée de parler, de discuter, de créer de l'harmonie entre eux, des liens de connexion et tout ça. Maintenant, ces tendances sont transmises de génération en génération depuis des milliers d'années. Et ce qui fait que l'homme communique pour trouver des solutions, la femme communique pour créer des connexions. L'homme est dans le pragmatisme, l'action. En général, on communique en fait pour trouver des solutions. Les femmes communiquent pour créer des connexions. Raison pour laquelle la femme est plus à même de calomnier. On le voit. Pourquoi? Parce que c'est pas par méchanceté. Elles font ça en fait pour créer des liens de connexion. C'est pour cette raison aussi les femmes sont plus à même de gérer des liens de fraternité, des liens d'harmonie et tout ça. La femme a plus de capacité de gérer. L'homme a plus de capacité de prendre la décision. L'homme est plus dans le leadership, la femme est plus dans le management. Cela fait que la femme est plus un être émotionnel que l'homme. Elle est souvent dans une dynamique d'une ambivalence émotionnelle, des émotions stables. Mon frère Habib, quand tu veux convaincre une femme, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais quand tu veux convaincre une femme, touche ses émotions. Là, tu t'es transformé en coach, de coach en playboy, quoi. Non, mais je ne sais pas pourquoi, mais en fait, quand tu veux convaincre les personnes, d'une manière générale, touche leur cœur. Mais ça marche vachement avec les femmes. L'homme va raisonner tout ça, mais quand tu touches le cœur de la femme, tu l'as. Parce que... Là, c'est quoi? Tu es au coach en relation. En relation, non. Non, je ne sais pas. Je t'ai dit, je ne sais pas pourquoi tu vas convaincre la femme. Le pourquoi, tes raisons, je ne sais pas. J'étais clair. Non, moi, je suis un joueur. Donc, pour résumer là, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui fait en fait la différence entre l'homme et la femme. Et en somme, apprenez à vous connaître. Apprenez à comprendre comment ça fonctionne en vous, vos schémas. Parce que vous êtes victime de votre nature, de tout ce que vous avez eu à refouler dans la vie. Malheureusement, mon frère Habib, en Afrique, je suis désolé de le dire. Effectivement, je suis vraiment désolé. Mais en Afrique, où la plupart ne disent pas, ils dressent leurs enfants. Pourquoi? L'éducation doit passer systématiquement par la compréhension. Quand tu dis à ton enfant, laisse ça, c'est pas bon, sans lui faire comprendre le pourquoi il doit laisser ça, en fait, tu obliges l'enfant à refouler les émotions parce qu'il n'a pas compris. Comme le disait Sigmund Freud, les émotions refoulées ne meurent jamais. Elles sont enterrées vivantes pour être libérées plus tard de façon plus lente. Les émotions sont comme de l'eau. Si vous les barrez de passage, elles chercheront d'autres issues pour s'exprimer de manière plus violente. Ouais. Donc quand on permet à l'enfant de comprendre, on l'aide aussi à pouvoir vivre ses émotions pour ne pas refouler. Mais malheureusement, toute notre éducation d'Iran est basée sur le refoulement. Ce qui fait que ça, c'est des tensions émotionnelles qui vont nous soumettre. Tout ce que tu nies te soumet, tout ce que tu acceptes, bien évidemment en pensant dans la compréhension, te transforme.
Raison pour laquelle nous faisons souvent dans notre société africaine preuve d'une incapacité à gérer nos émotions. Nous sommes trop dans l'émotionnel. Ouais. Non, t'as bien expliqué. On a abordé pas mal de sujets là et il ne reste pas beaucoup de temps et je veux pas prendre beaucoup de ton temps. Déjà, bon, il fait un peu tard. Je te remercie pour ça, d'avoir accepté ça, de faire ce podcast si tard dans la nuit. Juste quelques questions rapides avant qu'on boucle. Est-ce que par exemple, est-ce que tu as une peur ou une insécurité que tu essaies de combattre en ce moment, rapidement, quoi? Ah, mon frère Abib, je suis sévère, toi aussi. Ah ouais, t'es sévère. T'as peur de rien. Ning, toi aussi. Ah ouais. Ning, c'était les rois sévères. Ah ouais. Il faut étudier la culture sévère. Je pense qu'il y a certains qui diront que vous n'avez pas gagné la guerre. Hein. Vous avez fui. Certains diront que vous avez fui, mais bon, je juge pas. Vous n'avez rien compris. En séeréer, on dit Omad Ningo Simel. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les rois sont nommés Ning. Ah ouais. Et là, pour revenir à ta question vite fait, parce que ça ne nous laisse pas trop de temps, pour dire vrai, je les ai combattus. T'as aucune peur en ce moment, aucune insécurité en ce moment? Non, sincèrement, pour dire vrai. Peut-être, parce que, en fait, la réalisation de soi, hein, c'est un processus sans fin. Je vois même des gens souvent sortir des phrases à 2 minutes debout, en fait. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Personne ne peut devenir la meilleure version d'elle-même. Parce non, que, en fait, ça, en fait, quand tu dis je veux devenir la meilleure version de moi-même, ça sous-entend il y a un idéal de perfectionnement, ce qui est absurde. Non, la perfection, elle est absurde, mais on peut se rapprocher de la perfection. Le processus, en fait, le processus de perfectionnement est un processus sans fin. On ne peut jamais être la meilleure version parce que nous aspirons toujours à s'améliorer. À chaque fois qu'on réalise quelque chose, il y a d'autres qui vont apparaître, quoi. Tu vois? Donc c'est comme ça, nous sommes toujours dans ce processus de perfectionnement qui n'est pas limité, qui n'est sans fin. C'est un voyage, en fait. Mais je suis d'accord que c'est un voyage, mais dans chaque voyage, dans chaque chose, il y a un pic. Tu vois, même les athlètes, les joueurs, que ce soit les combattants, les athlètes, il va arriver un moment dans leur carrière, ils vont atteindre leur pic. Et après, c'est la descente, quoi. C'est le déclin. Mais ça, c'est le processus naturel de la vie. Hein. Même l'être humain, il est né, en fait, fragile. Il grandit. Il se fortifie, ensuite il atteint son pic et puis après il va commencer à vieillir. Donc on peut dire que dans n'importe quel processus, on peut atteindre notre idéal. Ça veut dire on peut atteindre. C'est-à-dire, Habib, si tu me le permets, quand je te pose cette question, à savoir qui es-tu, qu'est-ce que tu vas me répondre? Qui je suis? Je suis en fait le produit d'un ensemble d'événements qui sont arrivés et qui m'ont forgé et qui m'ont donné une manière de voir et d'interpréter le monde. Ah, mais Habib yow da nga pare de. Non. Habib mais Habib yow nu fa demee nii. Non, c'est la boisson là que tu prends, ça t'inspire toi. Bien évidemment, tu as bien répondu à cette question, mais j'aimerais aussi amener des précisions. Oui, rapidement, on est un peu tenu par le temps. Il y a Emmanuel qui va me tuer là, mais vas-y. Wow, c'est fini en fait. Vous n'êtes pas un être humain qui expérimente une vie spirituelle divine. Vous êtes un être spirituel qui expérimente une vie humaine. Tu vois, donc quand vous entrez dans les profondeurs de votre être, de ce que vous êtes, ce qui représente l'essence même de qui vous êtes, si vous rentrez dans les profondeurs de l'âme, là c'est un voyage sans fin. La réalisation de soi. Je ne suis pas d'accord, mais c'est pas jamais... grave. Non, pourtant c'est... Non, mais je comprends ton analyse. Ok, je comprends ton analyse, juste que j'ai du mal à... Mais je comprends d'où tu viens. L'autre question, c'est quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans ta vie? La plus grande leçon que j'ai apprise est que notre vie est ça. Tout ce qui nous arrive dans la vie, problèmes, les épreuves, les circonstances, les moments de victoire, leur cause a pris source ici. On pris source plutôt ici. C'est-à-dire,
notre esprit façonne notre devenir d'être humain. La réalité dans laquelle nous vivons, c'est nous qui les attirons grâce à l'énergie que nous vibrons. Cette énergie est caractérisée par nos pensées, nos émotions, nos sentiments et nos croyances. Et si on arrive à cerner ça, on pourra contrôler notre vie. Donc, la cause et la solution à tous nos problèmes se trouvent ici. Oui. Est-ce que tu as une question, est-ce qu'il y a une question particulière que tu aimerais qu'on te pose de temps en temps, qu'on te la pose souvent? D'ailleurs, je te l'ai déjà posé. C'est quoi? Qui es-tu? Ah, ok. Qui es-tu, Massamba? Qui es-tu, Massning? Tu me demandes ça? C'est ça la question que j'aimerais, parce que ça me permettrait de faire comprendre aux autres qu'ils ne sont pas ce qu'ils pensent être. Et cette compréhension fera que, pour faire plutôt, qu'ils auront un déclic. Ok. Donc, toi, si je te repose la question, comment tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Oui, bon, je ne suis pas un être humain qui expérimente une vie divine. Je suis un être divin spirituel qui expérimente une vie humaine. Je suis une âme plutôt caractérisée par des défauts et des qualités. Une âme caractérisée par des perfections et des imperfections. Je suis une portion de ce qui constitue la quintessence, la source même de l'existence. Une portion de Dieu. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Bien dit. Et philosophique aussi. Mais bien dit. Et la dernière question, c'est quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Je veux, parce que je vais le faire. Hein. Inch'Allah. Les mots que nous répétons systématiquement façonnent notre destinée. À force de répéter même un mensonge, on finit par y croire. Et tout ce que nous croyons en nous devient notre réalité. Je veux éveiller les consciences, tant soit peu, par rapport à mes modestes connaissances. Je veux rendre service à la société. Beaucoup de gens dorment, sont perdus dans les brouillards du temps. Et je veux le réveiller de leur sommeil dogmatique et leur faire comprendre qu'ils ont des êtres divins qui expérimentent une vie humaine. Ouais, bien dit. Mon gars, c'est toi qui es venu pareil, quoi. C'est toi qui es venu pareil, là. Non, mais franchement, merci beaucoup, Massamba. J'ai beaucoup apprécié notre échange. J'ai beaucoup appris. Le cercle d'influence, c'est ton cercle. Si on peut être utile, n'hésite pas sur quoi que ce soit. Et pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, est-ce que tu peux nous dire comment les gens pourront entrer en contact avec toi? Est-ce que tu as des projets ou des trucs à promouvoir? Comment les gens pourront participer à tes formations ou te contacter pour tes coachings individuels, ainsi de suite. Donc, la parole est à toi. Sans nul doute, ouais, effectivement. Je ne peux pas venir ici quitter sans parler de mes projets. Gars, nous les me coacher. Donc, en fait, certainement, vous mettez mes liens sur la description, non? Dans les show notes, comme la description. Donc, après, dans les descriptions, ils vont trouver les gens qui aimeraient me contacter. Je suis disponible. Je suis à vous. Donc, ils n'ont qu'à, par rapport à ces liens, me contacter. Super. Maintenant, là, on travaille dans une structure. Notre structure se trouve à Mermoz, dans l'immeuble Saphir, rond-point Elton. On fait de l'oratoire thérapeutique. Thérapeutique, pourquoi? Parce que il y a de la psychologie, de la thérapie de groupe et tout ça, en fait. Donc, c'est là où je suis. Je fais des thérapies individuelles, les gens qui ont des traumas, des blessures émotionnelles, qui ont vécu des événements difficiles, qui n'ont pas encore surmonté. Je pourrais les aider, s'ils me contactent bien évidemment. Et c'est ça en gros. Et je suis un créateur de contenu dans les réseaux. Vous m'aurez Instagram, YouTube, l'éveil des consciences. Instagram, massamba.07. TikTok aussi, l'éveil des consciences. En gros, c'est ça. Super. En tout cas, merci, Massamba. Je mettrai tous les liens dans les show notes comme d'hab. Est-ce que tu as un dernier mot rapidement? Ça, c'est un message pour tous ceux qui me suivent. Et je le tire au très fond de mon être. C'est pour nous tous. Et particulièrement pour les jeunes. Votre temps est limité. Ne le gâchez pas en vivant la vie
de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas limité par les dogmes, car c'est vivre dans les résultats de la pensée de quelqu'un d'autre. Ne laissez pas le bruit de l'opinion des autres noyer votre voix intérieure. Et le plus important, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition, car ils savent d'une certaine façon qui vous voulez devenir. Tout le reste, j'ai bien dit, tout le reste est secondaire. Cette phrase c'est un conseil qui a été donné par Steve Jobs lors de son conférence, lors de l'une de ses conférences plutôt au Stanford en 2006, et qui m'a véritablement beaucoup parlé. Bien dit, bien dit. Et merci mon frère Habib aussi pour l'invitation et tout. Je suis comblé. Non, le plaisir est partagé. C'est moi qui te remercie. Merci encore. Les gars, c'était le Cercle d'Influence Podcast. À la prochaine. En attendant, soyez uniques, soyez légendaires. Peace and love. We out.